Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Dominique, quelqu'un a laissé ça pour toi hier quand t'étais avec Carbonel. La journée n'avait pas bien commencé. Je me détraquais depuis quelque temps. Presque personne ne sait quel cadeau bizarre le bon Dieu a mis dans mon berceau. Tu ne fais plus ça? Si. Ça n'avait pas que des mauvais côtés, ton truc. On n'était jamais sûr d'être à 100% seul. Allez, encore une fois. J'arrive plus à passer. J'arrive plus juste avec le souffle comme on faisait. Ça marche toujours pour toi? Nous, on a l'impression qu'on parle de l'invisibilité quasiment depuis notre premier film, avec Lovecraft, avec Dancing, avec l'autre. On a l'impression que ces questions-là sont déjà soulevées, en fait, à ce moment-là. Et à un moment, bizarrement, ça s'est croisé avec une rencontre que Pierre a faite avec Emmanuel Carrère. Oui, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a un terreau, un terrain, si vous voulez, qui est notre intérêt pour l'apparition et par conséquent pour la disparition, pour le visible d'une façon générale. Je n'oublie pas, maintenant je n'oublie plus, mais je m'en suis souvenu pendant qu'on fabriquait l'angle mort, que dans Lovecraft, dans notre programme sur Lovecraft, on entend distinctement la voix off dire « et maintenant vous avez commencé à disparaître ». Bon, sa façon de dire que c'était dans l'air depuis longtemps. Donc il y a un terrain et puis il y a une occasion. L'occasion, ça a été la rencontre avec Emmanuel Carrère qui, pour avoir eu un scénario que j'avais écrit pour Pascal Ferrand entre les mains, scénario qui malheureusement, deuil éternel, n'a pas trouvé à se produire, m'a proposé de m'atteler avec lui à une histoire d'homme invisible qui perd son don d'invisibilité et qui est vu par une aveugle. Et puis très peu de temps après, Emmanuel m'a fait comprendre que le projet ne l'intéressait plus ou qu'il n'y croyait plus. Et tout s'est passé comme si enfin pour nous en tout cas, tout s'est passé comme si ce projet, qui commençait à m'intéresser moi beaucoup, et aussi mon camarade d'une certaine manière parce que je lui en parlais régulièrement, comme si ce bébé était déposé en plein mois de novembre sous la pluie sur les marches d'une église. Donc on l'a ramassé. Donc nous avons recueilli le bébé, nous l'avons nourri et élevé. En fait, c'est une histoire d'enfant trouvé. L'intention, c'est pas de tordre quoi que ce soit, parce qu'on est assez, par ailleurs, on est assez fan des films de super-héros, enfin, en tout cas, pas tous, mais disons quelques-uns. Mais il est évident que c'est pas du tout une histoire comme ça qu'on voulait raconter. On voulait raconter la chose depuis un point de vue beaucoup plus modeste et beaucoup plus intime. Et à l'abri en fait de la nécessité de forcément rentabiliser le don qu'on possède. C'est pour ça qu'on a installé l'idée d'emblée que le personnage avait ce don à la naissance, qu'il n'était pas une expérimentation qui tournait mal ou de la chimie ou de ce genre de choses qui allaient lui donner ce pouvoir, mais qu'il l'a à la naissance. Et ça nous intéressait beaucoup plus de voir comment ce personnage-là a maille à partir avec ce don, mais sans idée performative derrière tout ça, c'est-à-dire sans rentabiliser le don. Et parce que là, les Américains se chargent de rentabiliser tous les dons du monde et tous les. Mais bon, c'est pas du tout sur ce terrain qu'on se situe, donc c'est pas une volonté d'aller à contre-champ, à contre-courant de ça. Mais puis je crois qu'en fait, le fantastique, le genre même qu'on pratique nous, il est plus européen. On est plus du côté de Maupassant, du Horla, ce genre de choses en fait. C'est un fantastique moins musculaire que celui des studios hollywoodiens. Et je continue. Je t'en prie. Et d'autre part, il y avait le sujet lui-même, c'est-à-dire que le don est en train de disparaître. Au fond, c'est l'occasion rêvée pour l'interroger. Il y a deux moments rêvés pour interroger une chose comme ça. Il y a son apparition et sa disparition. Entre les deux, au fond, c'est, comme dirait mon camarade, l'exploitation, c'est-à-dire le rythme, le rendement de croisière, la routine. Il y en a sûrement plus que deux, mais en tout cas, ce qui illustre le retour de l'ami d'enfance par la personne de Richard
Et lui a une destinée beaucoup plus sombre. Enfin, lui, il a l'impression qu'il faut faire quelque chose, il est en face d'une sorte de responsabilité. Et puis, ce qu'il va chercher aussi au plus profond de lui, c'est une amitié de l'enfance qui n'existe plus. C'est-à-dire tout ce qui a représenté pour lui de paradisiaque, enfin de joyeux en fait, dans l'utilisation du don a complètement disparu pour laisser place à une vie extrêmement sinistre avec sa mère malade, etc. Et il a l'impression en fait, il n'a pas quitté l'enfance, Richard. Son caractère est violent parce qu'il n'a pas quitté l'enfance. Et Dominique, lui, en fait, il n'a pas très envie de... Il fait comme si tout ça n'existait plus du tout. Et Dominique a un point de vue complètement, en effet, différent. Richard serait assez tenté par l'haltérophilie dont on parlait tout à l'heure. Faisons un truc qui a du sens, qui compte, c'est ce qu'il lui dit. Oui, faisons un truc qui fait du bruit. Qui fait du bruit. Alors que Dominique, lui, il a sa philosophie personnelle sur ce don étrange. Et sa philosophie à lui, c'est que ça ne sert à rien. Ça sert juste à mater. Ça sert à regarder là où normalement il devrait y avoir personne pour regarder, ou à entendre là où il devrait y avoir personne pour entendre. Donc, le don, pour lui, en réalité, c'est la mise en contact avec des vérités qu'on n'est pas censé surprendre soi-même, qu'on n'est pas censé connaître. Et des choses pas forcément agréables, d'ailleurs. Et il trouve que dans l'ensemble, mais cela s'énonce sur un fond de misanthropie, probablement, ou de pessimisme en tout cas, il pense que ce qui est caché devrait le rester. Si nous sommes résolument dans le fantastique avec l'angle mort, c'est parce que nous sommes résolument réalistes, en fait. Il n'y a pas de fantastique sans ça, comme on sait. Et si vous êtes un homme invisible, si votre don est naturel, eh bien, il ne concerne pas vos baskets ni votre boucle de ceinture. C'est-à-dire, pour être complètement invisible, quand vous l'êtes, vous devez vous déshabiller complètement. Il y a donc une nudité forcée de l'invisibilité, si elle veut être efficace. Et cette nudité, elle est évidemment aussi un dénuement. C'est une vulnérabilité. Une vulnérabilité, oui, c'est ça. Et enfin, ça comptait beaucoup pour nous de montrer ça. C'est-à-dire que l'homme invisible de Verhoeven, par exemple, il reste un héros inébranlable. Enfin, il devient fou, il veut posséder le monde, en gros, il a un projet, etc. Et en même temps, il ne souffre pas du tout de son pouvoir. Alors que tout ce qui nous intéressait, c'était de montrer ça, précisément. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on marche pieds nus pendant des kilomètres, sous la pluie, en hiver, etc. Comment on est... Et évidemment, le parti pris, c'était de montrer le personnage. C'est-à-dire quand on est de son point de vue, c'est comme pour que le spectateur soit en empathie avec lui, évidemment, ça comptait de le montrer. C'est-à-dire que quand il est invisible, précisément, c'est là qu'on le voit le mieux. En fait, il est déjà bien assez invisible comme ça, si on veut. Et ça me fait penser irrésistiblement à ces enfants qui... Un petit garçon, mettons, c'est plutôt un petit garçon qu'une petite fille qui fait l'école buissonnière, qui sèche les cours, et qui se sent, pendant quelques heures, quelques semaines, quelques mois dans sa vie, très libre, comme ça, très, très émancipé des règles qui pèsent sur la vie des enfants. Aller à l'école, par exemple. Et qui ne sait pas, pendant qu'il se libère comme ça, ou croit se libérer, qu'il est au plus profond de l'assujettissement à sa condition sociale, celle qui n'aura pas réussi à le persuader qu'il faut aller à l'école pour s'en tirer dans la vie. Et on a le même paradoxe, en fait. C'est-à-dire que là où cet enfant se croit complètement libre, il est complètement assujetti. Et de la même manière, si on veut, on reste sur le terrain métaphorique, de la même manière, notre homme invisible, il est déjà bien assez invisible comme ça. Et il est noir, oui. Ce qui garantit sa presque complète invisibilité dans le cinéma français. Les gens ne sont pas habitués. Un des spectateurs, par exemple, après une présentation du film, nous a dit « Est-ce que vous êtes bien conscient que vous n'allez pas faire une entrée en donnant le rôle principal à un comédien noir ?» Bon, ça raconte des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'apesantir si on n'est pas sûr d'avoir au fond de la poche un mouchoir pour essuyer ses larmes. C'est un geste, si vous voulez, c'est peut-être en définitive le seul geste politique du film. Et à titre personnel, je ne tiens pas tant que ça à l'expliciter davantage. Enfin, on a voulu inventer un personnage qui n'existait pas avant. Ça compte beaucoup. Enfin, on a l'impression qu'il y a un déficit de personnages. Peut-être qu'on fait erreur, mais on a l'impression qu'on voit de moins en moins de personnages, mais de plus en plus d'archétypes
de personnages qui n'évoluent pas dans une histoire. Et on avait vraiment le souci, avec Jean-Christophe Folly d'ailleurs, de construire, une fois que le scénario était écrit et tamponné, c'était vraiment de créer un personnage avec lui. Et c'était ça qui comptait le plus, en fait. Alors un personnage, en effet, qui n'est pas très certain de ses contours. De ses contours, de ses propres contours. Oui, en effet. Oui. C'est un personnage un peu incertain, mais comme on l'est, comme nous le sommes, beaucoup d'entre nous. C'est tout sauf un monolithe. Au départ, le rôle que tient Golshifteh Farahani devait être interprété par Vanessa Paradis. Vanessa Paradis est la première comédienne à qui on a parlé du projet il y a 10 ans. Et elle nous a accompagnés, et elle nous a donné son accord, qu'elle voulait absolument faire le film, et elle ne nous a pas lâchés du tout. Juste au moment où nous, on était prêts pour faire le film, malheureusement, elle avait décidé de lever le pied sur le cinéma et de faire son album. Et plutôt que d'aller chercher du côté d'une comédienne qui aurait été une sorte de copie ou même une copie rêvée de Vanessa Paradis, on s'est dit non, il faut passer de la fée arthurienne à une fée orientale. Et en fait, en gros, tout le monde était d'accord, et en gros, la production, le directeur de casting, nous, on a tous dit Golshifteh Farahani, en même temps, comme s'il y avait une sorte de communication un peu mystique, magique. On l'a rencontrée, elle a lu le scénario, et elle nous a dit d'accord, tout de suite. Donc tout s'est construit un peu comme ça, y compris la participation de Sami Amézian, donc le comte de Boudherbala comme personnage de Richard. Lui, c'est une autre histoire, mais à chaque comédien, il y a une histoire différente. C'est les affiches dans le métro qu'on voyait avec son bonnet de fou. On dit, c'est Richard. On était persuadés de ça, c'est Richard. On ne l'avait jamais vu jouer au cinéma, donc on l'a rencontré, pareil, on a bu un café avec lui, on lui a expliqué pourquoi il était pour nous Richard. Ensuite, on est allé le voir jouer dans son spectacle, et c'était Richard. Enfin, on en était convaincus. Et l'aventure s'est poursuivie comme ça, avec lui. Et ça a été exactement comme ça, pareil, avec Isabelle Carré, c'était la même chose, on l'a rencontré, c'est Viveka. C'était comme une évidence, en fait. Donc, à l'arrivée, le casting peut paraître peut-être, oui, hétéroclite, mais en fait, il ne l'est pas pour nous, bizarrement. Il nous paraît extrêmement normal, en fait. Quand Dominique, en sortant de sa douche, s'attarde devant sa fenêtre pour regarder la façade de l'immeuble d'en face, les fenêtres éclairées, la chaleur des foyers, les cuisines dans lesquelles un dîner se prépare, je ne vois pas de froideur là-dedans. Je vois dans ce damier, dans cette espèce de planche de timbre, une sorte de multiple théâtre de la vie quotidienne. Je vois quelque chose de très chaleureux, au contraire. On pourrait classer ça au rayon du voyeurisme si on tenait à agir comme un policier ou comme un médecin. Mais je crois que c'est tout à fait autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de nos frères humains. Et de contempler une sorte de multitude. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'en fait, le hasard en fait, de ce calendrier de l'Avent qui contemple, il y a une sorte de silence qui se crée autour de ça, et un miracle arrive. Enfin, il cherche quelque chose là-dedans. Et il y a un événement qui se produit. Enfin, en tout cas, il a l'impression qu'un événement se produit à ce moment-là. Et il y a une vraie... oui, il y a une sensualité de ça en même temps. C'est-à-dire qu'on est en même temps... C'est très curieux parce que nous vivons dans un appartement avec un vis-à-vis très proche à Paris. Il y a une rue étroite. Personne n'a de rideau aux fenêtres. Personne n'a de rideau aux fenêtres. Et il y a une sorte d'accord implicite. On peut se regarder, on peut se voir en fait. Et c'est comme si l'autorisation était donnée à chacun de pouvoir se regarder. C'est très étrange et en même temps très beau. Il n'y a pas si longtemps, on a un dîner avec Annette Dutertre, notre monteuse, cet été, et des gens étaient en train de baiser en face, pendant qu'on parlait. Et c'était pas ni choquant, ni révoltant, ni rien, ça faisait partie d'un ensemble, et c'était sublime, en fait. Il y avait un truc sublime, parce qu'en même temps, il y avait cette petite fenêtre avec des gens qui baisaient, mais vraiment, ils en mettaient un bon coup, quand même. Et la fenêtre suivante, des gens étaient en train de parler, un peu plus loin, des gens étaient en train de manger. Et nous, on était en train de regarder ça, tout en discutant, en fumant des cigarettes. Émerveillé. C'était assez stupéfiant.
c'est une idée oui, c'est une idée qui vient du personnage en fait. C'est-à-dire, c'est quoi la playlist de Dominique Brassens? Qu'est-ce qu'il écoute? Bah, il écoute Neil Young, il écoute, je sais pas, il écoute du hard rock, il écoute AC/DC, il écoute Étienne Dao, il écoute Gilberto Gil, il écoute plein de trucs. Donc il y a ça qui fait partie du personnage et qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours. Et je dois dire que c'est assez amusant, ça me plaît de me promener dans les genres et de faire un hard rock, de faire une bossa nova, etc. Mais il y a tout ce qui se passe autour de la musique elle-même, ce qu'on appelle aussi le sound design. Tout ça, enfin, je ne distingue pas ça du scénario, en fait. Pour moi, ça fait partie intégrante du scénario. Et assez tôt, enfin même pendant qu'on écrit, je suis déjà en train de faire de la musique en général. C'est pas spécialement pour ce film, je l'avais fait pour le film précédent aussi, mais j'avais utilisé un pseudonyme, donc les gens savaient moins que c'était moi, mais c'était exactement le même principe. Il faut résister aux pentes dégoûtantes sur lesquelles on voudrait bien nous voir glisser. Il faut résister aux appels plus ou moins toujours dégoûtants à rentrer dans le rang. Je m'en voudrais beaucoup d'avoir l'air de commencer à raconter ma vie, mais au siècle dernier, j'étais un jeune homme et j'ai été assez longtemps le premier assistant de Jean-Christophe Averty. Je ne sais pas trop ce que j'ai appris auprès de lui, beaucoup de choses, mais je crois que j'ai appris une chose essentiellement, c'est essayons d'être originaux quand même. Je me donnais un espoir, sans le savoir. Cet espoir était une folie, la mienne, entièrement la mienne.